Chers amis, bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de la Science te parle. Je suis Paul-Emmanuel, postdoctorant en biologie et je vais d'abord remercier tous ceux qui ont rejoint la chaîne ces derniers temps. J'ai pratiquement une cinquantaine d'abonnements cette semaine. Si vous rejoignez la chaîne, sachez que je ne suis pas un vidéaste professionnel, que je fais mes vidéos le plus souvent et malheureusement avec le téléphone portable et le plus souvent aussi d'ailleurs dans des salles différentes de mon institut parce que je n'ai pas toujours le temps de filmer à la maison. J'essaie de prendre le temps de faire des vidéos mais parfois j'ai besoin de filmer quand même et de le faire comme ça sur portable. Voilà, bon, c'est pas mon métier, je suis postdocteur en biologie, le but c'est de vous faire découvrir le monde de la science. Aujourd'hui, on va se poser une question, est-ce que, on va dire, les différentes affaires qui ont émaillé la crise du Covid, en tout cas les affaires scientifiques, je vais parler de l'affaire de l'hydroxychloroquine ou celle qu'on a nommée le Lancet Gate, est-ce que nous aurions pu les éviter grâce à ce qu'on va appeler l'intégrité de publication? Alors, je vais vous présenter un article qui est paru, vous allez le voir ici, dans le Nature de janvier 2020. Le 9 janvier 2020, il y a un article qui paraît et qui a pour titre « Check for Publication Integrity Before Misconduct ». Comment donc on va voir l'intégrité d'une publication avant qu'elle fasse des ravages une fois publiée? Les auteurs, il y a des Américains, alors dans les auteurs, ils sont plusieurs, il y a Américains, Néo-Zélandais, notamment, et un Européen, alors, bon, je ne vais pas perdre le temps de regarder exactement d'où il vient, mais, oui, d'Angleterre. Donc, Américains, Néo-Zélandais et Anglais, ce sont des gens qui se sont battus pour faire supprimer un certain nombre de publications, notamment sur les maladies de Parkinson, et ils se sont rendus compte que il était difficile de faire supprimer une publication au moment où elle était publiée. Ils nous disent dans le papier qu'en fait, il ne faut pas des mois pour supprimer une publication, mais plutôt des années. Alors, ils proposent un système en fait de check, une checklist, donc un système de vérification des papiers qu'ils créent eux-mêmes et qu'ils proposent. Donc, rappelons-nous, nous sommes le 9 janvier 2020. Ils le proposent aux publishers, c'est-à-dire l'objectif, c'est que les publishers, dont les éditeurs regardent ces points-là pour savoir si les papiers peuvent être acceptés ou pas, et aussi aux reviewers pour voir si les papiers peuvent être acceptés ou pas. Vous savez que dans un publisher, vous avez un board éditorial qui, eux, vont choisir les reviewers, et les reviewers sont les gens qui vont regarder que la publication soit correcte ou pas. Donc, je vais vous montrer le tableau qu'ils proposent parce que je le trouve extrêmement intéressant et je trouve que c'est un outil formidable aussi pour ne plus avoir ce genre de problème. C'est-à-dire que si les publications sur l'hydroxychloroquine avaient été vérifiées, si la publication du Lancet avait été vérifiée comme ça, il n'y aurait sans doute pas eu tous les problèmes que nous avons connus lors de la crise de la Covid. Donc, leur tableau, alors je vais vous le faire apparaître à l'écran ici parce que je ne vais pas tourner le téléphone pour le filmer là, mais je vais vous le faire apparaître quelques secondes. Comme ce n'est pas une publication en open access, je n'ai pas le droit de montrer la publication dans son intégralité. Je suis désolé. Donc je vais vous en parler là, vous allez voir le tableau qui apparaît. Alors, leur système de checklist s'appelle Reappraised. Alors je suis désolé pour le nom, mais en fait ce sont des abréviations. R pour Research Governance. Est-ce qu'on peut vraiment déterminer la place où se trouve l'institut, les sources de fonds? Est-ce que ça vient du public, du privé? Est-ce qu'elles sont reportées? Est-ce que l'étude, notamment si c'est une étude clinique, est-ce qu'elle a été enregistrée? Et nous savons qu'il y a eu quelques difficultés avec la NSN et certains chercheurs là-dessus. Est-ce qu'il y a une bonne éthique? Est-ce qu'on a bien tous les auteurs? Tous les auteurs savent-ils qu'ils publient là-dedans? Vous savez que parfois, vous avez des techniciens ou des chercheurs, des postdoctorants, des PhD students qui ont travaillé que quelques semaines sur l'étude et on va quand même les mettre parce qu'ils ont un blog, parce qu'ils ont une immunofluorescence. Et alors on demande est-ce que tous les auteurs sont au courant? Est-ce qu'il n'y a pas d'opposition au niveau des auteurs? Est-ce que le P pour la productivity, est-ce que la quantité de travail et le temps donné dans la publication paraît plausible? C'est-à-dire si on vous dit on a fait 500 blots en 6 mois, ça paraît un peu compliqué, donc c'est pour ça qu'ils vous disent est-ce que ça paraît plausible par rapport aux résultats et par rapport au temps donné. Est-ce qu'il y a du plagiat? Alors il y a des sites qui permettent de vérifier s'il y a du plagiat ou pas. Comment la recherche a été conduite? Bon, là on va parler par exemple du recrutement
des participants, est-ce que ça paraît plausible ou pas? Avec le temps de la recherche, si on vous dit on a fait sur 6 mois et qu'on a 200 000 participants, ça paraît un peu compliqué, vous voyez. Donc là, on parle surtout des participants. Moi, je dirais que dans la Research Conduct, bien sûr, eux, ce sont des cliniciens qui ont écrit. Je vais parler aussi des contrôles. Est-ce que nous avons les bons contrôles? Est-ce que nous avons vérifié si nous avions, par exemple, si vous voulez voir une protéine, des contrôles positifs et négatifs dans des cellules qui ne produisent pas du tout cette protéine, où on a pu les supprimer par des RNA interférents ou pas, ou alors des cellules qui surexpriment les protéines, ça c'est pour vérifier pour les immunofluorescences, pour les Western blot, pour les PCR, tout ça c'est quand même utile. Les méthodes d'analyse, là on va beaucoup parler aussi de statistiques, etc. Est-ce qu'il y a des biais dans la statistique, tout ça? Est-ce qu'il y a des manipulations d'images? Et là aujourd'hui, pour la manipulation d'images, j'ai envie de vous parler de quelqu'un, je suis désolé, je prends aussi des notes, qui est professeur Elisabeth Bilk, que je vous invite à suivre, Elisabeth Bilk, que je vous invite à suivre sur Twitter, parce qu'elle regarde beaucoup cette manipulation d'image et elle regarde dans les publications s'il n'y a pas de manipulation d'image et elle fait souvent des découvertes absolument incroyables. Est-ce que les statistiques ont été bien faites? Est-ce qu'il n'y a pas de biais statistique? Donc ça c'est le point 1, Statistical Data. Est-ce que la collection des données a été bien faite? Est-ce qu'il n'y a pas de baseline excessive? C'est-à-dire est-ce qu'on n'a pas trop de patients contrôle, etc. Ok. Les erreurs, est-ce qu'il y a des problèmes d'unité? Est-ce qu'il y a des problèmes dans le nombre de participants? Alors ça, encore une fois, c'est parce que les gens sont en clinique. Je vous parlerai un jour des études que l'on fait sur les animaux et on voit que parfois aussi le nombre d'animaux n'est pas toujours reporté ou alors on vous dit on a utilisé 12 animaux puis dans les graphes vous voyez qu'il y a 15 points, etc. Ou alors on a utilisé 15 animaux puis on voit dans les graphes qu'il y en a 10. Donc voilà, tout ça c'est aussi, lorsque l'on parle des erreurs, parfois on rate des manips et il faut dire voilà on avait prévu d'utiliser 12 animaux, on n'a utilisé que 10 parce que 2 sont morts et puis on a les licences, etc. Donc bien sûr eux, ils regardent dans le cas clinique parce que ce sont des cliniciens, moi je suis plutôt en biologie fondamentale et donc on regarde aussi les différences qu'il peut y avoir. Mais ce tableau est valable pour la clinique ou pas parce qu'en fait on peut, si vous voulez, l'améliorer si vous êtes en biologie fondamentale. Alors je parle ici de la biologie, ça peut être aussi de la physique, j'imagine, je ne fais pas d'études en physique ou en chimie, mais là on parle quand même de biologie. Et la data duplication and reporting, c'est-à-dire est-ce que les données ont déjà été publiées? Est-ce qu'il y a un duplicat par rapport à des recherches faites de manière antérieure? C'est-à-dire est-ce qu'on ne vous remet pas les mêmes données pour vous expliquer des trucs différents, etc. Est-ce que les méthodes sont bien relevantes par rapport à la publication? Donc, on voit ce tableau-là, en fait, qui est une série de questions et qui permet déjà d'éliminer un certain nombre de publications, parfois même avant le reviewing, si le publisher fait bien son travail. Et je vous ferai une vidéo sur l'importance du publisher en open access parce que je crois qu'on dit tout et n'importe quoi sur Internet. Donc je ne vais pas venir sur ce point-là, mais on voit que le publisher a quand même une responsabilité de la publication et même avant de l'envoyer au reviewing. Et c'est la raison pour laquelle, lorsqu'il y avait eu le reportage M6 là, sur le professeur Raoult, et qu'on nous avait dit qu'Elsevier avait demandé à un statisticien et à un épidémiologiste de regarder les publications, j'ai dit c'est trop tard. J'avais dit sur Internet c'est trop tard, et puis on m'a sauté dessus, on m'a dit oui, mais ils l'ont quand même fait, etc. Non, non, c'est trop tard, que les choses soient claires. Là, ces bonhommes-là, ils vous parlent avant publication, ils vous expliquent bien, ces professeurs vous parlent avant publication, ils vous expliquent bien qu'il faut des années pour supprimer une publication qui a été foireuse, pas des mois, des années. Et alors, ils vous expliquent dans cet article aussi que depuis qu'ils essaient, eux en tout cas, et qui promeuvent leur tableau au niveau des publishers, il y a un certain nombre de groupes qui ont été montrés comme des faussaires, en fait. Je sais pas, alors, falsify, je ne sais pas si le mot est trop fort en français ou pas, mais de falsification de données. Et donc, les études ont été supprimées. Il y a des études qui n'ont pas été publiées. Donc, on voit l'utilité de ce tableau. Et si nous vérifions les données avant, et les données et les équipes aussi, avant la publication, on voit qu'on arrivera à avoir moins d'erreurs. À ne pas avoir d'erreurs, ça me paraît un peu compliqué, mais avoir moins d'erreurs et moins de papiers falsifiés qui sortent et de papiers erronés qui sortent. Alors, dans cet article, on vous explique qu'il y a plusieurs façons d'avoir des papiers erronés. La première, c'est bien sûr la falsification soit d'images, soit de données, etc. Donc, vous êtes au courant. La seconde, c'est souvent, bien malgré vous, c'est le choix de tests statistiques. Et c'est très important, le choix de tests statistiques. Et parfois,
on a de très bons résultats. Le problème, c'est qu'on n'a pas les bons tests et du coup, on a nos conclusions qui sont foireuses. C'est la conclusion qui est foireuse. Et là, ils vous le disent aussi là-dessus qu'il faut vraiment regarder les statistiques et que les reviewers et les publishers doivent vraiment regarder les statistiques. Toutes les manips n'ont pas le même test statistique. Donc, c'est important vraiment d'avoir regardé ça. Donc, je voulais juste vous parler de cette publication qui est sortie le 9 janvier 2020 dans Frontiers. Et vous voyez que le Frontiers existe aussi en papier. J'ai vu cette publication en fait la semaine dernière. Vous voyez, je cherchais 2-3 trucs et en fait, comme j'ai quelques archives ici à l'Institut de Frontiers, de Nature, je regardais ce Nature-là et j'ai trouvé que c'était intéressant, donc je voulais vous en parler. J'espère que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas de mettre un commentaire ce que vous en pensez, de vous abonner, de partager, etc. Et de mettre la cloche. Je vous remercie, vraiment, je remercie les nouveaux abonnés. Je vous dis à bientôt. Au revoir.